Bonjour et bienvenue à un autre épisode d'Érable en bref. À l'approche de la Journée nationale de l'enfant, on s'intéresse aujourd'hui à un enjeu essentiel, la prévention de la violence chez les jeunes. Dans la région, l'organisme Espace Centre du Québec joue un rôle clé pour outiller les enfants, les parents et les milieux éducatifs. Pour mieux comprendre leur travail et les défis actuels, nous recevons en studio la coordonnatrice administrative et animatrice, Mme Geneviève Anaïs Couture. Donc, je suis présentement avec Mme Geneviève Anaïs Couture, qui est là pour parler de son implication, en fait, dans Espace Centre du Québec. Geneviève Anaïs, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, c'est super apprécié. Donc, on va commencer par les présentations. Si vous pouviez me parler de votre rôle chez Espace Centre du Québec, puis me parler de l'organisme en tant que tel. Oui, parfait. Donc, moi, je suis coordonnatrice et animatrice chez Espace Centre du Québec. Donc, je m'occupe en partie d'une partie de la gestion administrative. Puis également, je fais des animations auprès des enfants, des adultes, de l'entourage de ces enfants-là. Espace Centre du Québec, on est un organisme en prévention de toutes les formes de violence faites aux enfants. Donc, c'est vraiment notre raison d'être. Là. C'est pour ça qu'on fait notre travail au quotidien, là, s'assurer que les enfants puissent vivre une enfance en sécurité et sans violence. Outre nos implications qu'on fait dans la communauté, différentes sensibilisations, activités grand public, la façon principale qu'on remplit notre mission de prévention, c'est en allant dans les milieux éducatifs pour rencontrer les enfants de 3 à 12 ans. Donc, on fréquente les CPE et les milieux scolaires, CPE ou garderies éducatives, et les milieux scolaires primaires. Puis c'est là qu'on va pouvoir... on commence toujours par rencontrer le personnel enseignant. Ensuite, on rencontre les parents. Puis finalement, on fait la prévention directement auprès des enfants là, par notre programme qui est adapté selon les groupes d'âge. Super. Puis, est-ce que vous pourriez nous parler justement de ces formes de violence-là qui sont faites, qui sont présentes en fait dans les écoles, dans les CPE, puis un peu partout dans la région, là? Oui, tout à fait. En fait, nous, les formes de violence qu'on aborde avec les enfants directement, parce que ça fait partie de nos début de notre programme, en fait, que les enfants soient en mesure de reconnaître les formes de violence, les adultes aussi d'ailleurs. Donc, on va leur parler de la violence physique, la violence psychologique, la violence sexuelle. On leur parle de négligence, d'intimidation, qui se trouve être la violence entre enfants. Donc, nous, on aborde les violences qui peuvent être faites de la part d'adultes sur les enfants, puis également sur les enfants entre eux. Là. Parfait. Donc, on va leur expliquer, par exemple, que dans les cas d'intimidation, c'est toujours... il y a une situation d'abus de pouvoir, hein? Donc, l'enfant qui va faire l'intimidation utilise son pouvoir pour dénigrer l'autre personne. C'est des actes qui vont être répétés, donc qui vont arriver plus d'une fois, puis qu'il y a vraiment une intention de blesser l'autre personne, là, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Là. Donc, on explique ça aux enfants, on leur donne des moyens, des stratégies pour faire face à ces situations-là. La même chose, par exemple, on va leur parler, quand on leur parle de violence sexuelle, ça leur est expliqué qu'il y a toute une technique de manipulation qui peut être utilisée par les personnes qui vont commettre les actes de violence sexuelle. Donc, de leur rappeler que cette manipulation-là, elle est parfois assez invisible, c'est difficile pour eux. Donc, ce que nous, on fait, c'est qu'on leur explique, par exemple, d'ailleurs, que c'est jamais leur faute. Donc, vraiment d'expliquer aux enfants, parce que les enfants ont tendance à se sentir coupables dans ces situations-là. Donc, nous, on leur nomme que c'est toujours la faute de la personne qui a commis ces gestes-là. Évidemment. On leur explique différentes stratégies, le fait qu'ils ont le droit de dire non, le fait qu'ils ont le droit d'aller chercher du courage en parlant à leurs amis, les personnes autour d'eux, puis finalement l'importance là, d'aller en parler à des adultes en qui ils ont confiance pour aller essayer de trouver des solutions pour que ces situations-là s'arrêtent. Je reviens sur les violences sexuelles. Souvent, quand on pense à violence sexuelle, on peut penser d'adultes aux enfants. Mais est-ce qu'il y a des cas, des fois, où dans les écoles ou les CPE, c'est d'enfant à enfant? Comment ça fonctionne? Je vous dirais que dans les CPE, c'est sûr qu'on n'aborde pas ce niveau-là parce que les enfants sont vraiment au niveau où leur immaturité fait en sorte qu'ils ne peuvent pas commettre des actes de façon intentionnelle pour blesser l'autre. Dans les écoles, ce n'est pas des choses qui sont fréquentes. Donc, en général, mais par contre, ça peut, dès qu'on parle à l'adolescence, là, il pourrait y avoir des actes commis par un adolescent sur un enfant. Donc, ça, c'est quelque chose qui existe. Mais en général, ça va être par des adultes. Toujours une personne qui est plus vieille là, que l'enfant. Donc, entre enfants, nous, on l'aborde moins, malgré que ce qu'on nomme pourrait se transmettre, pourrait s'appliquer pour la violence entre enfants.
Parfait. Puis, avec votre organisme, vous faites énormément de sensibilisation, de ce que je peux comprendre. Ouais. Est-ce que vous avez noté dans la région des augmentations, des diminutions suite justement à votre sensibilisation que vous faites? Bien, en fait, nous, on est vraiment dans l'aspect prévention. Donc, quand on va dans une école, comme je vous disais, on rencontre tout le milieu, on rencontre tous les enfants. On n'a pas nécessairement ce qui se passe après coup. Tu sais, c'est sûr que notre venue dans une école peut faire en sorte que, bien sûr, les enfants sont plus informés par rapport à leurs droits, par rapport aux différentes formes de violence. Donc, il pourrait y avoir, ça pourrait amener certains enfants à faire des prises de conscience sur ce qu'ils vivent. Donc, c'est pour ça qu'on outille aussi tout le personnel éducatif, le personnel enseignant, les gens du milieu pour être capable de recevoir des confidences d'un enfant qui vivrait une situation puis qui aurait besoin de se confier suite à notre venue. Mais il y a quand même des modifications, là, je vous dirais, ou des changements au niveau provincial qu'on peut observer là, dans les formes de violence faites aux enfants ou la prévalence de certaines formes de violence. Là. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je vous donne certains chiffres par rapport absolument, à ça. Vous pouvez y aller si vous avez des statistiques ou des chiffres. C'est sûr que ça pourrait être super intéressant. Parfait. Donc, en fait, à chaque 5 ans, là, il y a une étude qui s'appelle, je l'avais noté, mais je vais chercher sur mon papier. En fait, c'est l'enquête qui s'appelle « La violence et la négligence familiale dans la vie des enfants au Québec ». Donc, cette étude-là se fait à peu près à tous les 5 ans. C'est provincial. La première a eu lieu en 1999, puis la dernière édition, là, 2024, vient juste de sortir. Donc, on a vraiment un barème dans les 25 dernières années de la vision et la vision de la violence faite aux enfants, puis également la prévalence de certaines formes de violence. Donc, ce qu'on peut remarquer, qui est quelque chose de vraiment positif là, pour nous dans notre travail, c'est qu'il y a quand même eu une diminution là, importante sur certains types de violences. Par exemple, en 1999, il y avait 29% des familles qui pensaient que la punition corporelle pouvait être une méthode efficace à utiliser avec certains enfants, alors que maintenant, on est à 4,5%. Donc, il y a vraiment une diminution dans la vision là, des méthodes éducatives à utiliser sur les enfants. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit de positif. La même chose au niveau de la violence psychologique répétée. Donc, là, quand on parle de violence psychologique, on est vraiment dans le fait de humilier un enfant, lui crier après, sacrer, le dénigrer, etc. Donc, en 99, il y avait 48% des enfants qui pouvaient vivre de la violence psychologique répétée. On est maintenant à 28%. Ça reste des chiffres qui sont élevés. Qui sont trop grands. Là, c'est pour ça que notre travail de prévention, on a besoin de le continuer. Mais il y a quand même une diminution. Donc, on peut voir qu'au Québec, on est vers une tendance où les familles ont modifié un peu leur façon de faire. Mais ça reste que ces chiffres-là sont tout de même inquiétants, puis qu'on souhaite continuer à s'assurer que... Qu'il y a une diminution constante, en fait. Là. C'est ça. Génial. Violence physique, la même chose. Quand on parle de violence physique mineure, en 99, c'était 48% des enfants qui pouvaient en vivre. Maintenant, on est à 13%, donc c'est quand même une bonne diminution. Donc, violence physique mineure, là, ce qu'on veut dire par là, c'est... Exactement, c'était ma prochaine question. Vous parlez de violence majeure, violence mineure. C'est quoi la différence entre les deux? Donc, au niveau de la violence physique, là, quand on parle de mineur, c'est soit de secouer, brasser un enfant de plus de 2 ans. Si un enfant avait moins de 2 ans, ces gestes-là seraient considérés comme de la violence physique majeure parce que ça a un impact là, au niveau de leur... ça peut avoir un impact grave au niveau de leur cerveau. Violence physique mineure, on serait à taper les fesses, les mains, les bras ou les jambes, toujours avec la main. Versus violence physique majeure, bien, ce serait de taper au visage, par exemple, ou avec un objet. Le fait de pincer un enfant va être de la violence physique mineure versus le fait de, par exemple, lancer un enfant par terre. Là, on est dans la violence physique majeure. Et malheureusement, au niveau de la violence physique majeure, dans les 25 dernières années, il n'y a pas tant eu de différence. Okay. Donc, ce qu'on peut... Mon hypothèse personnelle ici aujourd'hui, c'est que quand on parle de violence physique mineure, c'était pendant un certain temps associé à des méthodes éducatives, alors que la violence physique majeure, bien ça, c'est vraiment utilisé par des familles où les gestes de violence sont faits de façon... consciente ou en tout cas pas dans le but d'éduquer son enfant. Oui, puis j'imagine aussi qu'avec des organismes comme la vôtre, il y a énormément de prévention, de sensibilisation. Oui. Donc, les méthodes, en fait, les méthodes parentales ont changé. Donc, c'est sûr que
avec l'aide de prévention et de sensibilisation, les cas ont dû diminuer, surtout de violences mineures. Ouais. Donc, il y a eu beaucoup de changements dans les dernières années. Un des grands changements qui a été noté un peu partout, c'est l'effervescence du numérique. Ouais. Le numérique est arrivé dans nos vies, puis on ne l'a pas vu venir. Ouais. J'imagine que ça a eu un gros impact, en fait, chez la violence, chez les enfants. Ouais. Comment est-ce que l'effervescence du numérique a eu un impact pour Espace Centre du Québec et a eu un impact chez les enfants? C'est sûr que pour nous, Espace Centre du Québec, ce qu'on a eu à faire, c'est d'adapter nos ateliers. Donc, d'abord, pour aborder cette forme de violence-là, ça fait quand même quelques années là, qu'on a ajouté du contenu. Nous, on souhaite toujours aborder toutes les formes de violence. Donc, maintenant, la cyberviolence fait partie des différentes formes de violence sur les enfants. Donc, c'est l'impact que nous, ça a eu sur notre travail. Donc, s'assurer qu'on aborde ce sujet-là avec les enfants. Par contre, dans la vie des enfants, l'impact du numérique est vraiment au niveau des différentes formes de violence qu'ils vont vivre, puis de l'exposition à des gens à qui ils n'auraient pas été en contact. Ouais. Je ne le dis pas comme il faut, là, mais donc... on parle, par exemple, de la cyberintimidation, ouais. Donc l'intimidation qu'on connaît dans les écoles, hein, qui est répétée, qui se passe dans un contexte d'abus de pouvoir d'un enfant sur un autre enfant ou d'un groupe d'enfants sur un enfant. Il y avait quand même une certaine accalmie, une fin. Hein, les enfants retournaient à la maison, puis au moins, il y avait pas cette violence-là. Exactement, parce que, tu sais, avant le numérique, on retournait à la maison, puis c'était loin d'être fini, c'est pas ça que je veux dire, mais ça reste que les enfants pouvaient peut-être avoir une certaine pause, tandis que là, maintenant, avec le numérique qui est exposé chez les enfants, je veux dire, les enfants ont tous maintenant des appareils électroniques. J'imagine que l'exposition à l'intimidation est beaucoup plus fréquente maintenant. Tout à fait, parce que tout ce qui se passe en ligne, les enfants y ont accès à tout moment de la journée, là, peut-être moins à l'école, finalement, mais dès qu'ils retournent chez eux le soir, là, ils peuvent avoir accès à tout le contenu qui aurait pu être mis en ligne. Là. Donc, puis on est vraiment beaucoup... j'avais noté une statistique ici, là, c'est 13% des jeunes de 12 à 17 ans. C'est sûr que nous, notre clientèle, c'est les 12 ans et moins, mais au niveau de la cyber-intimidation, les statistiques sont plus pour les adolescents. Là. Mais 13% des jeunes qui se disent victimes de cyber-intimidation au moins 2 à 3 fois par mois. Donc, puis c'est souvent en contexte scolaire, ça veut dire que c'est les gens, les pairs, là, les autres jeunes du milieu scolaire qui vont faire la cyberintimidation entre eux, là, sur d'autres jeunes. Puis ce qu'on sait par rapport à ça, puis on nomme dans nos ateliers qu'on trouve vraiment très intéressant, que ce soit en termes de cyberintimidation ou d'intimidation là, en milieu scolaire, c'est que l'intervention des pairs, donc des autres enfants, des autres amis autour, a une influence très, très grande sur le fait que l'intimidation va se poursuivre ou s'arrêter. Donc, dès que les pairs prennent position pour dire que le comportement de l'intimidateur est inacceptable... il va y avoir diminution? Oui, on parle dans 57% des cas, en 10 secondes, l'intimidation va arrêter. Mon Dieu! Parce que les pairs... En fait, puis l'effet contraire est là aussi. Ouais. Si les témoins restent silencieux, donc ne prennent pas position contre cette violence-là, plus le groupe d'enfants est grand, plus l'épisode d'intimidation va durer longtemps. Parce que c'est comme si la personne ou le groupe qui faisait l'intimidation se sent légitimé de poser ces actions-là parce que les gens sont autour puis n'agissent pas. Donc, puis c'est la même chose sur les réseaux sociaux en cyber-intimidation. Si les autres jeunes du groupe nomment que ce qui vient d'arriver est inacceptable, ne devrait pas arriver, qu'on va dénoncer, bien, la cyberintimidation cesse aussi là, plus rapidement. Mais quand un père intervient, justement, j'imagine que pour lui, ça doit être assez difficile aussi parce qu'il doit se dire que, en fait, l'intimidation va se retourner vers lui. Fait que j'imagine que ces cas-là doivent être un peu plus rares par rapport à l'intervention des pères. Bien, c'est vraiment une excellente question. Puis on en parle dans nos ateliers, là, dans les écoles, le fait que ça prend énormément de courage. Ça prend du courage pour dénoncer, en fait, toute situation de violence. Je vous dirais que ça demande du courage, même pour les adultes. Je ne sais pas si on a vécu quelque chose, même pour nous, c'est difficile de le nommer. Mais là, dans un contexte d'intimidation où la personne qui peut prendre parole a
a accès à l'intimidateur. Donc, oui, c'est vraiment, ça demande un courage énorme. Puis ce qu'on leur dit, c'est que c'est comme ça que ça va changer. Puis nous, quand on parle aux enfants, on leur parle toujours des 3 droits qu'ils ont. Donc, on leur parle du droit à la sécurité, le droit à la force et le droit à la liberté. Puis quand on parle de force, en fait, ce qu'on veut dire, c'est vraiment la force intérieure, le courage, toute la détermination qu'ils ont. Donc, on les amène vraiment à utiliser cette force-là pour être capable de s'affirmer, que ce soit s'affirmer pour dénoncer qu'est-ce qui leur arrive à eux ou qu'est-ce qui arrive aux autres. Attends, on a parlé de vos ateliers. Quel est l'impact de vos... Est-ce que vous pouvez en fait me parler un peu plus de ces ateliers-là en détail, puis quel est l'impact de ces ateliers-là sur les jeunes au quotidien? Oui. Donc, nous, vraiment, notre approche, c'est une approche de prévention qui est universelle, ce qui veut dire qu'on ne cible pas un groupe d'enfants particulier. On n'irait pas voir des enfants qu'on juge plus vulnérables que d'autres enfants. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que tous les enfants soient informés. Puis je dis tous les enfants, mais on parle aussi de tous les adultes de leur entourage, là. Donc, on va faire la prévention avec le milieu éducatif, les parents, les enfants aussi. Fait que quand on va dans une école ou dans un CPE, ce qu'on aborde, comme je vous disais, là, les différentes formes de violence, on leur parle de leurs droits. Donc, comme je vous les ai nommés, le droit à la sécurité, la force, la liberté. Ensuite, on leur parle des différentes formes de violence qu'ils peuvent vivre. Puis on voit avec eux différentes stratégies. C'est les jeunes qui trouvent les stratégies, même si nous, on a en tête certaines stratégies qui fonctionnent, mais je vous dirais que c'est ces stratégies-là qui sortent, là. Les enfants les trouvent par eux-mêmes. Puis la façon de faire nos ateliers, qui est peut-être quelque chose un peu spécial, mais qui fait en sorte que les enfants sont vraiment très, très intéressés. Nous, on est toujours 3 animateurs, donc il y a un animateur principal qui va faire le contenu théorique. Puis on a 2 autres animateurs qui vont faire des mises en situation. Donc, on se met vraiment, on personnifie le rôle d'un enfant qui se fait enlever ses droits, soit par un autre enfant ou par un adulte. Donc, la première scène, ça va être ça. Ensuite, on retourne avec le groupe pour poser des questions sur les stratégies. Puis, on refait la même mise en situation dans laquelle l'enfant va utiliser les stratégies qu'on a trouvées ensemble pour se sortir de cette situation de violence-là. Donc, l'impact de nos ateliers, bien, le fait que les enfants connaissent les formes de violence, parce que le fait qu'ils sont isolés, ils manquent d'informations, c'est ça qui les rend vulnérables, les enfants. Donc là, ils ont plus d'informations. Puis ensuite, ils ont les stratégies pour faire face à ces situations-là. C'est sûr que nous, quand on arrive dans un milieu, il peut arriver des situations où des enfants vont prendre conscience du fait qu'ils vivent de la violence, donc pourraient amener les enfants à se confier. Nous, on les invite à venir nous voir, mais c'est vraiment dans un but de nous poser des questions, avoir plus d'informations sur l'atelier, s'il y a différentes choses qu'ils n'ont pas compris, mais ça peut leur arriver de se confier à nous sur différentes situations de violence. Dans ce cas-là, nous, notre rôle, c'est vraiment de faire le pont entre l'enfant puis quelqu'un qui a identifié dans son milieu comme un adulte de confiance, parce que nous, on est là très, très, très temporairement là, pour les enfants. Oui. On va être là quelques jours, des fois, mais même pas dans le même groupe. Hein? Fait qu'on les voit 1 heure, puis après ça, on n'est plus dans leur vie. Donc, on s'assure vraiment là, qu'ils aient des adultes qu'ils aient des adultes autour d'eux pour avoir un vrai filet de sécurité. Ça peut arriver que, suite à nos ateliers, nous ou un membre du personnel scolaire doit faire un signalement au DPJ. Ça reste dans nos obligations légales de signaler toute situation de violence physique, violence sexuelle, négligence, même les violences psychologiques. Donc, on a le devoir là, de signaler. Hein, c'est ça, le rôle de la communauté en prévention de la violence faite aux enfants. Donc c'est ça. Fait que l'impact de nos ateliers fait vraiment en sorte que les enfants sont outillés, ils ont plus d'informations sur les formes de violence, puis ils savent quoi faire si jamais ça leur arrive. Ouais. Puis des ateliers de la sorte, j'imagine que ça me manque quand même de la collaboration. Comment vous collaborez justement avec d'autres organismes ou avec des gens du milieu dans la région? Oui. En fait, nous, notre plus grande collaboration, je vous dirais, c'est vraiment avec les milieux scolaires puis les milieux éducatifs de la petite enfance, là, donc garderie ou CPE, parce que c'est eux qui nous contactent ou nous qui allons les contacter, mais je vous dirais qu'avec on fait beaucoup d'animations, donc on a quand même une liste d'attente. Donc, on attend souvent que les écoles nous contactent pour qu'on aille faire un atelier dans leur milieu. Donc,
Puis quand on va dans l'école, bien, on veut rencontrer le personnel au complet. Donc ça demande une grande, grande collaboration de la communauté, une collaboration des parents aussi, parce qu'ils sont invités à venir dans nos ateliers. Sinon, on a d'autres collaborations qui vont être sur différentes tables de concertation, par exemple. Dans la région ici, il y a la table des ressources enfance-famille de l'Érable, sur laquelle on siège, on fait partie. Puis on s'assure de faire différentes activités, de s'assurer que les services pour les enfants sont à la hauteur de leurs besoins. On collabore, puisqu'on est centre du Québec, là, on est dans différentes régions, donc on collabore sur différentes tables de concertation avec plusieurs organismes communautaires, aussi avec le CIUS, donc, puis les milieux scolaires, les commissions scolaires aussi, sur différentes tables, on est avec eux. Une panoplie de collaboration, de ce que je peux comprendre. Geneviève Anaïs, le 20 novembre prochain va avoir lieu la Journée nationale de l'enfant. Oui. Quelle initiative Espace Centre du Québec ont mis de l'avant pour cette journée-là qui s'en vient? Oui, donc là, dans les dernières semaines, depuis peut-être la mi-octobre, on est dans notre campagne de rubans bleus, donc distribution des rubans bleus, qui sont associés à la Journée nationale des enfants. Ce qu'on souhaite faire par là, c'est que toute la population prenne position sur le fait que les enfants ont des droits puis que c'est important de protéger ces droits-là. Parce qu'au départ, la Journée nationale des enfants vient du fait que le 20 novembre 1989, l'ONU a adopté la Convention relative aux droits des enfants. Donc, c'est vraiment une convention qui est que pour les droits des enfants, même si on avait déjà celle des droits de l'homme, parce que les enfants sont plus vulnérables. Donc, il y avait vraiment un besoin là, qu'on s'adresse directement à eux. Donc, toute cette campagne-là, là, c'est sûr que là, on est presque à la fin. Hein, la Journée nationale des enfants, c'est le 20 novembre. Donc, la campagne des rubans bleus est terminée. Mais cette journée-là, on espère voir partout dans la MRC de l'Érable, là, toutes les personnes qui ont reçu nos rubans, les porter, montrer fièrement qu'ils sont là pour la cause des enfants. Et ensuite, une autre activité qu'on fait dans la MRC de l'Érable, qui est en collaboration justement avec la TREFE, donc la table des ressources enfance-famille de l'Érable. Donc, c'est la Journée nationale de l'enfant qui va avoir lieu à Plessisville. J'ai amené les informations là, pour pas vous dire n'importe quoi. Donc, c'est ce samedi 22 novembre 2025. Ça va se passer au centre communautaire qui est au 1745 Avenue Fournier à Plessisville. C'est de 1h à 4h. Puis c'est vraiment une journée, oui, on va parler des droits des enfants, il va y avoir une chasse au trésor pour les informer, mais je vous dirais que le but principal de cette journée-là, c'est vraiment de célébrer les enfants, qu'ils aient du plaisir. Donc, il va y avoir des jeux, un spectacle pour enfants, des jeux de kermesse, du maquillage, des jeux d'art, tout ça. Là. Donc, c'est vraiment une journée faite pour célébrer les enfants, puis qu'eux soient heureux d'être là cette journée-là. Donc, des super belles initiatives qui sont créées pour les enfants. Absolument. Pour mettre de l'avant le plaisir. Absolument. Pour tous nos téléspectateurs de la télévision communautaire de l'Érable, quel message clé vous auriez à leur dire pour ce qui est de la protection des enfants dans la région? Oui. En fait, c'est vraiment le plus important, là, c'est que toute la communauté se mobilise. C'est de se rappeler qu'en tant qu'adulte, en tant que professionnel dans les écoles, en tant que citoyen, on a un rôle au niveau de la prévention de la violence faite aux enfants. Donc, que ce soit pour continuer le message de prévention, les outiller, puis je vais vous donner là, différents outils qui pourraient être utilisés par la population. Donc, d'agir, hein, puis d'utiliser notre courage à nous aussi pour dénoncer les situations. Pendant longtemps, il y avait le réflexe de dire ce qui se passe dans les familles reste dans les familles, mais ce qu'on veut, c'est qu'on se sente tous concernés par le bien-être des enfants. Nous, notre message qu'on passe, c'est que tous les enfants devraient avoir droit de vivre une enfance en sécurité et sans violence. Donc, c'est pour ça qu'on demande à la population de nous aider là-dedans. Super. Puis en terminant, à court moyen terme, est-ce que vous auriez des projets ou des annonces que vous aimeriez mettre de l'avant qui s'en viennent à court moyen terme? Oui, donc nous, en ce moment, c'est notre 38e année d'existence. Là. On a longtemps été Espace Bois-Franc, fait que ça se peut que certains nous connaissent sous ce nom-là. Donc, 38 ans, ce qui veut dire que dans 2 ans, c'est notre 40e. On va organiser un événement à ce moment-là. Donc, la population de la MRC de l'Érable va être invitée absolument à cet événement-là. Une autre chose sur laquelle on travaille avec notre regroupement, parce qu'on fait partie du regroupement des organismes espaces, là, puisqu'il y en a 9 organismes au Québec. On est en train de travailler sur un atelier qui est vraiment spécifiquement sur les cyberviolences, donc qu'on va pouvoir aller donner dans les écoles pour les enfants du 2e, 3e cycle, pour les outiller vraiment à faire face
face à ces différentes formes de violence-là, que ce soit la cyberintimidation, comme on a discuté, mais il y a toute la partie au niveau des cyberprédateurs, du leurre d'enfants, des violences sexuelles qui peuvent arriver via les réseaux sociaux ou différentes plateformes de jeux en ligne, tout ça. Donc, éventuellement, là, ça va venir bientôt. On va pouvoir aller dans les écoles, en plus de notre programme régulier, s'adresser directement au niveau de cette problématique-là qui est de plus en plus présente. Bien, Geneviève Anaïs, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Puis, bonne journée nationale de l'enfant qui va être le 20 novembre prochain. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci. Aujourd'hui, nous avons discuté des différentes formes de violence qui touchent les enfants, la réalité grandissante de la cyberintimidation et des ateliers offerts par Espace Centre du Québec pour outiller les jeunes, les parents et les milieux éducatifs. Merci à Mme Geneviève Anaïs Couture d'avoir été avec nous en studio et merci à vous d'avoir été des nôtres. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Érable en bref. C'était Jacob Tienneville à la TVCI.